Bienvenue à l'épisode 222 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable et durable de vos organisations. Faites-vous de l'innovation un avantage stratégique? Dans cet épisode, nous plongeons au cœur de la démarche d'innovation avec Mylène Boucher, stratège, coach et praticienne d'expérience en innovation et marketing. Ensemble, nous allons découvrir comment l'engagement de la direction et une démarche d'innovation bien définie peuvent transformer votre approche et vos résultats. Vous apprendrez comment booster votre processus d'innovation et comment l'intelligence artificielle peut devenir votre allié. Nous explorons l'ensemble du processus d'innovation, l'importance du portfolio d'initiatives et nous verrons pourquoi la commercialisation doit être intégrée dès le départ afin d'assurer le succès de vos idées. Restez avec nous pour transformer votre entreprise en véritable moteur d'innovation. Stratège, coach et praticienne d'expérience en innovation et marketing, Mylène a occupé des postes exécutifs dans des grandes entreprises nord-américaines pendant plus de 20 ans. Elle a géré les départements de marketing et d'innovation dans des structures B2B et B2C. Elle a amené ses équipes vers la réussite en adoptant une pensée stratégique, ouverte et créative, s'appuyant sur des processus performants. Parmi ses accomplissements, notons les lancements des marques Yogo et Cascade Fluff & Tough. Dotée d'un solide sens des affaires et d'une grande expertise en analyse de marché, Mylène sait conseiller les équipes de haute direction et bâtir des plans connectés sur la stratégie corporative et les besoins de la clientèle. Elle se définit comme une innovatrice avec une tête marketing qui sait détecter les opportunités stratégiques, les développer selon un processus rigoureux mais agile pour les commercialiser avec succès. Elle a fondé la firme de consultation Novae afin d'accompagner les gestionnaires dans leurs projets stratégiques d'innovation et de commercialisation. Mylène possède un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en marketing de HEC Montréal. Bonne écoute. Bonjour Mylène. Bonjour. Mylène, on parle souvent de la nécessité de s'appuyer sur une culture d'innovation forte, où on donne le droit à l'erreur et on travaille en collaboration. Pourrais-tu nous expliquer comment s'y prendre pour développer une telle culture, surtout dans un contexte d'innovation? Tout d'abord, là, tout repose sur la réelle volonté d'innover des entreprises. Puis, tu sais, cette volonté-là, elle doit venir du comité exécutif, puis il faut que le président, il doit adhérer là à 100%, lui, à la base, et tout le comité exécutif. Puis, tu sais, souvent, malheureusement, là, l'innovation, ça passe souvent là, d'une prise de conscience. Là, tout à coup, il y a une baisse de part de marché ou il y a des concurrents qui arrivent avec des nouveaux produits. Puis on se dit, oh mon Dieu, là, faut qu'on innove. Puis, dans des situations comme ça, ben, tu sais, je dis malheureusement parce que souvent, on veut aller vite, on utilise les moyens du bord, on n'a pas de structure. On espère qu'on va lancer le the next big thing en 6 mois. Puis là, ben, quand ça arrive pas, on est déçu qu'on dit, ah bon, c'est ça l'innovation. Finalement, on retourne à vendre de la commodité. Et ça, ce n'est pas une culture d'innovation, c'est ce que c'est pas, dans le fond. Culture d'innovation, tu sais, ça prend du temps à développer. Ça se développe pas en créant un ciseau. Puis, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et quand on veut amorcer un virage comme ça, ben il faut bien se structurer avec des gens qui connaissent ça. Si on n'a pas les connaissances à l'interne, ben je pense que c'est important d'aller chercher du support d'experts à l'externe, parce que une transformation, s'en aller vers une culture d'innovation, on peut comparer ça à une transformation numérique en termes de, tu sais, le sérieux puis les efforts que ça prend pour y arriver là. Souvent, les compagnies vont dire, ah, tiens, on va innover, puis on va donner cette tâche-là à quelqu'un qui a déjà un rôle existant dans la compagnie, en pensant que, tu sais, on peut gérer des projets d'innovation de la main gauche, puis vaquer à ses tâches quotidiennes de la main droite, là. Ça, c'est dangereux, parce que la nature humaine va toujours aller au plus urgent, au besoin d'éteindre des feux, au plus court terme. Puis là, ben, l'innovation va dégringoler dans l'échelle des priorités. Oui. C'est un petit peu la recette de l'échec, là, parce que les lancements vont prendre du temps, ça va être long, puis les gens vont perdre un peu la foi, puis
idéalement, tu sais, c'est d'avoir des gens qui gèrent l'innovation, qui en font, dans le fond, que leur tâche principale. C'est pas tout le monde qui est prêt à investir de cette façon-là, mais tu me demandes pour y arriver à la culture d'innovation, moi, je crois que ça en fait partie. Le fait d'investir dans du temps, dans des ressources, avec des gens qui sont formés à la gestion de l'innovation, du début du processus jusqu'à la fin, donc de l'idéation jusqu'à la commercialisation. Un autre élément qui est important, c'est le fait que l'innovation, tu sais, ça implique de l'incertitude. Fait que les compagnies qui vont avoir une belle culture d'innovation sont celles qui ont compris qu'il y a de la R&D, qu'il y a de l'incertitude, que ça prend des essais, qu'on va pas réussir à chaque fois, puis que ça va demander plusieurs essais avant d'arriver à développer quelque chose. Puis même quand on l'a réussi à le développer, ça veut pas dire qu'on va avoir un succès commercial ou que le succès va arriver tout de suite en partant. Tu sais, connaissez la statistique du 10%. Tu sais, en moyenne, il y a une innovation sur 10 qui va être un succès dans le marché. Avec des entreprises comme 3M, comme Apple, ils ont connu des dizaines et des dizaines d'échecs avant d'arriver puis de frapper le court-circuit. Tu sais. Oui. Mais quand la balle est vraiment bien frappée, ben on connaît la suite. Il y a des gains phénoménaux là en part de marché, des marges bien au-delà de ce qu'on connaît dans le portefeuille, la notoriété qui augmente, l'attraction des talents, bon, tu sais, j'en passe là. Puis quand on réussit aussi à être premier dans le marché, ça peut faire aussi toute une différence. Là, je sais pas si il y a aussi d'autres statistiques. Tu sais, en technologie, si tu réussis à être premier en marché, ça c'est une étude de McKinsey là, qui disait ça. Si tu réussis à être premier en marché, tu peux aller gagner 30 à 70% de la part de marché à long terme. Donc, la tolérance au risque puis le droit à l'erreur, c'est vraiment aussi une part importante de la culture d'innovation. D'où le premier point que tu mentionnais, dans le sens que ça part d'abord et avant tout au niveau du comité de direction ou même du CEO, si je peux dire, parce que cette culture-là, pour tolérer l'erreur, pour donner la place, pour pouvoir faire ces erreurs-là, pour expérimenter, il faut qu'on ait le droit. Puis ce droit-là, veut pas, doit être institutionnalisé ou du moins intégré dans les pratiques d'affaires de l'organisation. Et j'aime bien le fait que tu mentionnes la main gauche et la main droite par rapport à quand on se donne le temps d'innover. Je dis souvent que l'innovation, ça se fait pas le vendredi à 3h45 juste avant de partir pour le week-end. Exactement. Et comme tu le dis très bien, le quotidien prend une part extrêmement importante, les urgences, etc. Donc, y aller de façon à rebours à l'innovation, c'est-à-dire de subir l'innovation au lieu d'être proactif, ça amène ce genre d'enjeu-là en tant que tel. Et ça m'amène à vouloir te demander comment se pilote donc un processus d'innovation, comment s'articule un processus complet de l'idéation, jusqu'à la commercialisation. En fait, pour commencer, ça prend un plan. Parce que comme tu l'as dit, on fait pas ça le vendredi après-midi, ça s'improvise pas, hein, tu sais, fait que ça prend vraiment un plan. Puis il faut être appuyé sur la stratégie d'entreprise également, tu sais. Puis ça c'est un autre point que peut-être même dans la culture là que je repense, il faut que la stratégie d'innovation soit vraiment collé avec la stratégie d'entreprise. Fait que la première chose à faire, c'est de bien comprendre son marché, les grandes tendances qui affectent aujourd'hui, mais qui vont affecter aussi dans les années à venir. Fait qu'il faut voir venir. Ça, c'est une analyse, tu sais, assez macro, dans le fond, là, qui est généralement faite dans le plan stratégique. Si c'est pas fait, faut le faire. Faut le faire avant de faire un plan d'innovation. Faut aussi comprendre la dynamique de la concurrence, puis les besoins des clients. Puis ça, ça nous permet de faire des matrices d'opportunités qui vont nous permettre d'identifier, OK, où sont les white space ou les espaces blancs qui sont pas présentement occupés par la concurrence dans le marché. Là, je sous-entends qu'on connaît les besoins des clients. Des fois, on les connaît pas. Donc, ça aussi, il faut aller chercher cette information-là, soit avec des VOC, des Voice of Customer en B2B, ou en recherche consommateur pour le B2B. Puis, il y a également les ventes qui sont une excellente source d'information pour des besoins de la clientèle.
Donc, quand on connaît les besoins de la clientèle, l'offre, les tendances du marché, on identifie nos opportunités. Des fois, on va faire aussi des brainstorming pour pousser certaines idées un petit peu plus loin à l'intérieur d'une opportunité potentielle. Puis après ça, ben, on a une série d'opportunités, puis là, ben, faut les évaluer, puis se dire, OK, laquelle on garde pas. Puis il y a un paquet de critères qui sont utilisés. Puis là, tout ce que je dis là, ça fait partie de la phase 0. Puis je vais vous expliquer un peu plus loin, dans quelques secondes, là, qu'est-ce que c'est les différentes phases. Mais la phase 0 est importante parce que c'est comme la base. On établit sur quelles opportunités on veut travailler. Donc, souvent, dans les critères, on va dire, bon, ben, quelles sont les ventes potentielles, évidemment. Après ça, qu'est-ce qui va m'apporter les meilleures marges? Est-ce que c'est risqué, c'est pas risqué? Puis, est-ce que ça va me prendre des années à développer ou quelques mois? Fait que tout ça, c'est des critères. Puis, des fois, il y en a d'autres, ça dépend des entreprises, mais c'est des critères qui vont servir à aller sélectionner les opportunités. Puis après ça, ben, c'est le comité de direction qui va ultimement choisir sur lesquels on va finalement travailler. Fait que tout ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation en amont ou la phase 0 du processus de développement de produit. Fait que quand je dis ça s'invente pas, mais ça s'improvise pas, ben, il existe des processus pour nous aider, des processus de développement de produits. Il y en existe plusieurs sur le marché. À public, là, je parle, là, qui sont facilement accessibles. Entre autres, StageGate de Robert Cooper, qui est le père du processus de développement de produits. Je vais utiliser PDP, c'est moins long, c'est processus de développement de produits. Oui. Ce qui est important, c'est de suivre des phases, d'avoir un processus clair qui va nous permettre d'avancer avec des jalons d'approbation au fur et à mesure par le comité de direction. Ces jalons-là, on appelle ça des gates, donc des portes. Puis à chaque porte, on décide si on va plus loin ou si on va pas plus loin dans le projet. Puis pourquoi c'est important, c'est que ça nous permet de dérisquer un peu les projets. Ça vient dérisquer l'innovation au fur et à mesure où on avance. Imagine une situation où tu travailles pendant 2 ans sur une innovation, puis en bout de piste, finalement, ben, on se rend compte que finalement, il n'y avait pas de besoin dans le marché pour ça, ou finalement, on n'a pas le bon prix. Fait que tu sais, c'est tous des éléments qu'il faut valider en cours de route, puis le processus vient t'aider à faire ça. Il donne une visibilité aussi à la haute direction, parce que l'idée, c'est que le chef de projet amène le projet régulièrement devant le comité pour à chacune des gates prendre la décision si on continue ou si on y va pas, ou si on continue plus, tout simplement. Oui. Le processus, lui, dans le fond, il peut varier en fonction du type d'innovation. Il y a des innovations plus complexes qui vont demander un processus plus long, des innovations plus simples. Des fois, on va fusionner certaines étapes du processus. Mais mettons qu'on prend l'exemple d'un projet complexe, puis là, je veux pas faire toute la description de c'est quoi de la gestion de projet, mais c'est parce que c'est bien important en innovation. Fait que je pense que c'est important d'en parler. Puis il existe, je dirais, à peu près 6-7 étapes importantes dans le processus de développement de produits. L'amont, j'en ai parlé. Tu sais, ça nous amène à la gate 0. Après ça, il y a l'exploration ou le scoping. Des fois, c'est les termes les termes de StageGate de Robert Cooper, c'est le scoping. Ensuite de ça, c'est le business case, l'étude détaillée. Puis plus on avance, puis plus là, on enlève de la contingence dans le projet. Donc, on est capable de monter un business case. Après ça, ben là, on va développer notre produit. Puis là, on le développe en usine. Puis là, on commence à voir vraiment où est-ce qu'on s'en va, puis combien ça va coûter tout ça. Donc, on a une autre gate qui arrive là, juste avant de s'en aller en validation, en lancement, en commercialisation. Puis à la toute fin, quand on a terminé, puis qu'on a lancé, ben après ça, il y a une dernière étape qui est souvent oubliée, mais qui est très importante pour apprendre de ses erreurs ou pour de ses succès, qui est le post-mortem ou le suivi de projet. Dans ton processus, justement, tu as parlé du StageGate. Comment l'approche Lean Startup ou l'approche Lean qui permet de créer des MVP, qui permet de créer des courtes boucles itératives, vient s'intégrer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être appliqué de façon différente dans un cas de produit, de service ou de logiciel, à titre d'exemple? Ou ça dépend à quelque part du type d'innovation sur lequel on travaille? La réponse à tes deux questions est oui dans les deux cas. Okay. Donc, c'est-à-dire que
oui, c'est possible de faire des itérations, de faire de la gestion agile à travers tout ça. Tu sais, moi, dans le fond, je donne les étapes, je viens de donner les étapes de base, là. Oui, oui, Mais oui. à travers tout ça, tu sais, dépendamment des entreprises, il y en a qui vont vouloir ajouter des sous-étapes à ça, tu sais, des étapes de validation en cours de Mhm. route. Par exemple, comme tu dis, tu sais, si on intègre un MVP quelque part, on va aller faire de la validation, ben on peut en faire en cours de route à l'intérieur de ces étapes-là. Des itérations, je pense entre autres dans le contexte de la technologie, des logiciels. Si on veut valider si ce qu'on développe au fur et à mesure, ça fait du sens, ça tient la route, on peut à l'intérieur de ça faire des boucles itératives qui nous permettent de faire de la gestion agile. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est d'éliminer des étapes. Oui, Parce c'est que je ça. l'ai vu dans le passé, tu sais, souvent la direction veut aller plus vite, vite, comment on fait pour lancer plus rapidement. Je pense que la clé à ça, c'est justement de faire des itérations, de la gestion agile et de se poser la question en équipe, comment on peut réduire le temps dans chacune de ces phases-là ou comment on peut imbriquer les phases ensemble pour les travailler en parallèle Mhm. plutôt que de complètement éliminer des phases parce que là, C'est on se ça. trouve à oublier des étapes, puis ça fait en sorte, puis je l'ai vu plusieurs fois, ça fait en sorte qu'on est rendu à un moment donné dans le processus, puis on dit, oups, ah ben là, il faut revenir en arrière. On avait Oui, oui. sauté cette étape-là, mais on en a besoin, puis là, ben tu prends 2 fois plus de temps pour faire le même projet. Tu sais. Donc, on peut faire plus vite, on peut faire différemment chacune des étapes, mais il ne faut pas oublier de les faire, ces étapes-là, parce que sinon, on court le risque, comme tu viens de dire, de se retrouver un peu le bec à l'eau parce que on doit retourner sur la planche à dessin pour justement aller chercher de l'information qui est essentielle à l'exécution du processus. Exactement. Avant d'explorer un peu plus la question de design thinking, j'aimerais peut-être complémenter la question que je t'ai posée au tout début, parce que tu m'as décrit un processus, tu m'as décrit une démarche qui peut s'appliquer autant au logiciel, au service qu'au produit. Cependant, dans ton processus de gestion d'innovation, est-ce qu'il y a un nombre idéal à garder de projets dans un portfolio? Est-ce qu'on explore plusieurs choses à la fois? Comment qu'on se structure? Parce que c'est une chose de gérer un projet d'innovation, ça en est un autre d'en gérer une dizaine, une quinzaine, peut-être même une vingtaine, parce qu'on explore. Puis comme tu as dit, tu en as 1 sur 10 qui peut avoir un succès. Donc, si on attend à chaque fois d'en faire un, puis de voir si c'est un succès, ben ça, c'est pas les mêmes proportions de gains qu'on risque d'avoir. Donc, il faut travailler en portfolio dans ce que je lis un peu en arrière. Donc, comment ça vient s'intégrer, cette démarche-là? C'est une excellente question. Le portfolio est essentiel parce que justement, tu sais, ça peut aussi, on travaille un projet puis ça se peut qu'on ne puisse pas le lancer. Tu sais, ça peut Mm-hmm. arriver ça aussi. Oui. C'est pas souhaitable, mais ça peut arriver. C'est toujours important d'avoir un pipeline Mm-hmm. d'innovation qui arrive. Donc, quand je parlais au début de bien comprendre son marché, de Oui. sortir des opportunités, ben parfois, on va décider de prioriser l'opportunité numéro 1, numéro 2. Ben, on en avait identifié des fois 5, 6, 10. Puis on peut les placer en ordre de priorité, puis dire, ben si cette opportunité-là ne voit pas le jour, ou si à un moment donné, quand on est rendu, qu'on avance dans le temps, on est prêt là, à en partir un autre. Mm-hmm. Puis ça se gère avec les ressources aussi, tu sais, ça qu'il faut voir, les gens sont capables de prendre combien de projets, dépendamment du nombre de ressources. Oui. Donc, faut bien calculer, tu sais, le nombre de projets que les gens peuvent prendre. Puis là, ben, quand un projet arrive à sa fin, pour un chef de projet, ben, on peut commencer à démarrer un autre projet qui était dans la file d'attente du pipeline. Là. Mm-hmm. Puis dis-moi, est-ce que c'est mieux d'avoir des ressources qui sont dédiées à 100% sur des projets d'innovation ou est-ce qu'on veut avoir des ressources qui intègrent dans leur quotidien des projets d'innovation et qui ont les opérations courantes aussi à faire? Je comprends très bien les enjeux qu'on a parlé tantôt par rapport à la question de la disponibilité et de l'espace mental qui veut pas qui est différent quand on pilote un projet d'innovation. Est-ce qu'il y a une recette magique par rapport à ces deux options-là? Recette magique, non. Mais quand je parlais tout à l'heure de, tu sais, d'avoir des ressources dédiées, Oui. je parlais surtout des gestionnaires de ces projets-là.
Okay. Pour gérer des projets d'innovation de A à Z, pour piloter les projets d'innovation, je pense que ça prend, mon expérience m'indique que ça prend des ressources dédiées. Par contre, on travaille en équipe multidisciplinaire. Donc, puis ça, c'est très important aussi, là, tu sais, même dans la culture d'innovation dont on parlait au début, d'impliquer les gens parce que c'est pas juste la direction qui doit porter ça, c'est les employés aussi. Et la façon d'y arriver, c'est d'impliquer les gens en équipe multidisciplinaire. Puis de toute manière, il faut faire ça parce que Oui. on a besoin des expertises de chacun pour y arriver. Donc c'est ça, il faut les impliquer. Par contre, ces gens-là, non, ne peuvent rarement être 100% dédiés à l'innovation. J'ai rarement vu, en fait, je n'ai jamais vu une entreprise où il y avait deux structures, tu sais, une pour l'innovation puis une Oui. pour le travail quotidien. Donc, nécessairement, les membres des équipes disciplinaires vont devoir jongler avec l'innovation et le quotidien. Mais je pense que ça se fait pour l'avoir vécu partout où je suis Oui. passée. Oui. C'est faisable, mais ce qui est important, c'est que ces gens-là sachent qu'ils ont des objectifs d'innovation. Puis encore là, je reviens à la culture. Plus la Oui. Oui. culture est forte, plus dans les entreprises, on va accepter que les gens aient des objectifs clairs, même dans leurs Oui. objectifs annuels sur l'innovation. Toi, tu as le projet A et B sur lequel tu travailles, puis tu divises ton temps entre ces projets-là et ton quotidien, ben ça fait même partie de tes objectifs. Ce que j'aime dans ta réponse, c'est qu'à quelque part, quand on parle de gestion d'innovation, quand tu parles de collaboration dans ce contexte-là, ça ressemble beaucoup à comment qu'on pilote des projets de stratégie. Quand on a une réflexion qui amène que tu as des gens qui pilotent la réflexion stratégique, mais tu fais collaborer l'ensemble de l'organisation à la réflexion. Mais évidemment, l'ensemble de l'organisation ne laisse pas son travail pour pouvoir juste faire de la stratégie. Même chose du côté innovation, on ne laisse pas 100% de ce qu'on fait pour faire de l'innovation. On combine ces enjeux-là ensemble, mais à quelque part, il y a un chef de projet ou il y a un capitaine de bateau, si on peut dire, qui, lui, est dédié à amener le bateau à bon port, que ce soit de l'innovation, que ce soit de la stratégie. Donc, je trouve ça très intéressant, les parallèles qu'on peut faire. Si je prends un langage design thinking, évidemment, dans ce contexte-là, on s'assure toujours de la désirabilité pour le client, de la faisabilité technique au niveau de l'organisation. On va s'assurer de la viabilité, évidemment, économique de qu'est-ce qu'on veut amener au marché. La commercialisation touche, veut pas, l'angle de la viabilité. Larry Kelley, qui est l'auteur de 10 Types of Innovation, nous dit que l'innovation, évidemment, n'est pas une invention parce qu'elle doit générer de la valeur. Donc, on doit l'amener au marché et elle doit pouvoir générer des revenus pour l'organisation. D'où la nécessité, évidemment, de la mise en marché. Comment est-ce qu'on aborde la commercialisation dans ton processus d'innovation que tu nous as parlé tantôt? À quel moment on ouvre la porte sur la réflexion de la commercialisation et comment elle prend forme? Écoute, si je reviens à ce que tu disais au début, la génération de valeur, c'est central en innovation. Sans valeur, ça vaut pas la peine d'investir du temps, des ressources. Donc, oui, c'est la chose qu'on recherche d'abord et avant tout. Une fois qu'on sait Oui. qu'on répond à un vrai besoin, ben il faut bien positionner notre innovation pour l'adresser au bon segment de clientèle avec le bon message, la bonne marge, le bon prix. Toute cette réflexion-là, ça doit arriver assez tôt dans le processus parce que, entre autres, le prix de vente, c'est un facteur déterminant dans le business case puis dans le potentiel de réussite du produit. C'est assez central, le prix de vente, et je vais prendre une petite minute pour en parler un peu plus. Selon mon expérience, la meilleure façon, puis c'est souvent une question qu'on se pose, c'est comment je fixe mon prix? C'est une innovation, tu sais, on sait pas c'est quoi. Bon. C'est vrai que c'est vraiment, ça peut être très, très difficile de fixer le bon prix, mais généralement, en discutant avec les ventes, ça, c'est un travail commun, vente, marketing, innovation. On analyse les prix de produits semblables, puis souvent, on va venir ajouter un premium en fonction de l'aspect innovant de notre produit. Puis si on veut, l'idéal, je dirais, là, c'est de tester aussi les prix avec un VOC, comme je parlais tout à l'heure, là, une recherche auprès des clients,
des consommateurs, ça peut être des recherches sur le web. Puis souvent, on en profite aussi pour présenter le concept, nos options de branding, le design, puis des fois le MVP dont tu parlais tout à l'heure, si on en a un, on peut en profiter pour tester ça également. Une autre façon qui peut être intéressante, tu sais, parce qu'on parle de commercialisation, tester les prix, mais pas juste les prix, là, mais l'ensemble de l'offre. Ça peut être en test de marché réel. Fait que, tu sais, si, mettons, je prends un exemple de produit de consommation dans l'alimentaire, par exemple, on va sélectionner une bannière, un détaillant, puis on rend le produit disponible pour une période déterminée dans le contexte le plus réaliste possible. Fait que, tu sais, le produit va être dans sa bonne section, au bon prix, etc. Oui. Puis là, ben, on évalue, après une période déterminée, on évalue les ventes qu'on a fait. Puis on peut même en profiter pour interroger les clients sur place pour voir pourquoi vous avez pris le produit, pourquoi vous l'avez pas pris le produit. Donc ça, c'est une des façons intéressantes aussi de voir, de tester les eaux un peu avant de faire une commercialisation complète. Puis quand ça, c'est positif, puis qu'on a réussi, puis qu'on a des bons résultats, ben là, on se prépare au lancement. C'est qu'on monte notre plan de communication. On va travailler, si on n'a pas les gens à l'interne pour le faire, on va travailler avec des agences pour développer les outils. On va finaliser nos projections de vente, nos objectifs vont être rentrés dans le système, dans SAP ou peu importe quel ERP. On s'assure que la chaîne d'approvisionnement, les opérations puis la qualité supportent le lancement. Ils sont prêts à répondre à la demande. Ça, c'est très important. Encore une fois, des histoires d'horreur où est-ce que tout était prêt, le produit était prêt, tout ça, mais la planification avait pas prévu les bonnes quantités, avait pas prévu qu'on allait avoir une hausse dans la demande. Mylène, quand j'entends ton explication au niveau de la commercialisation puis des risques et de ce qu'on veut prévenir quand on prépare la commercialisation puis on prépare le lancement, ben ça me fait penser un peu au lancement de type Apple. Quand ils lancent les iPhones, ils ont une certaine quantité en stock pour le lancement. Après ça, ils ajustent la production en fonction de qu'est-ce que la demande, le niveau de la demande réelle, et ça leur permet justement d'avoir un meilleur équilibre d'offre et de la demande par rapport à ce qu'est la demande réelle. Est-ce que je vois juste un peu quand je fais ce lien-là? Oui, tout à fait. Puis tu sais, il existe différents cas de figure, puis même dans certains cas, ça va être voulu de limiter les stocks pour créer une certaine rareté. Alors que dans les biens de consommation, généralement, on veut pas s'assurer de manquer de rien, puis on veut que les tablettes soient remplies, d'où l'importance d'une exécution sans faille. Fait que, tu sais, l'exécution, c'est la dernière étape, mais peut-être pas la plus importante, mais en tout cas une des plus importantes, certainement. Une mauvaise exécution, ça peut complètement faire rater un lancement. Donc, à retenir, en fait, là, quand on parle de commercialisation réussie, là, donc, on a parlé de stratégie de positionnement, on a parlé de tests, de planification, de communication et d'exécution. Donc ça, c'est tout notre processus d'innovation du début jusqu'à la fin. Cependant, il y a une chose que j'aimerais te poser comme question, c'est l'innovation, évidemment, peut être simple, peut être complexe. On dit souvent que plus on complexifie notre innovation, plus qu'elle repose sur différents éléments, que ce soit au niveau de notre modèle d'affaires, différents éléments au niveau du produit, des caractéristiques, ça rend l'innovation plus difficilement copiable, donc un peu plus défensible, si je peux dire comme ça avec un mauvais anglicisme, par rapport à la durée de vie qu'on a avant qu'un compétiteur vienne copier et vienne finalement annuler ce qu'on essaie de mettre sur le marché. Comment qu'on peut complexifier par ton expérience, ou comment ça peut être fait, ça, par ton expérience? Ben, dans un premier temps, peut-être qu'on n'a pas besoin tant que ça de la complexifier. Si, quand on a identifié l'opportunité de marché, on a vu que personne n'était sur cette opportunité-là parce que personne n'est capable d'y répondre, soit par manque de compétences, d'équipement, etc. Fait que peut-être que déjà, on est devant quelque chose que les autres ont pas ou sont pas capables d'atteindre. Donc, ça, c'est un premier cas de figure. Sinon, ben, on peut développer en bloquant l'entrée des compétiteurs par différentes façons quand on connaît bien leurs capacités. Par exemple, tu sais, on peut décider d'investir massivement en R&D, on construit quelque chose d'innovant et là, ben, on vient le protéger par légalement, en fait, là, de différentes façons. On peut y aller avec des brevets, des marques de commerce
des droits d'auteur. Fait que c'est toutes des façons de mettre des barrières à l'entrée. Puis il y a aussi, on peut également signer des ententes d'exclusivité. Ça, c'est des choses qui se font aussi là, dans le marché, ententes d'exclusivité avec des fournisseurs, par exemple, ou même des clients. Dans certains cas, tu sais, notamment si on investit dans des équipements coûteux. Déjà, d'investir dans les équipements coûteux, ça vient mettre une certaine barrière ou des infrastructures très innovantes. Mais si en plus de ça, on signe des ententes d'exclusivité avec ces fournisseurs-là, ça peut être une autre façon. Puis malgré tout ça, là, tu sais, ça se peut qu'on se fasse quand même copier. Fait que tu sais, ça mais si on a la chance d'avoir été le premier sur le marché, il y a des chances que la copie ne survive pas. On peut définitivement pas prendre ça pour acquis. Fait que faut déjà penser pendant qu'on est en train de développer, puis ça rejoint un point qu'on a fait un peu plus tôt. Faut déjà penser à quelle va être ma prochaine optimisation ou ma prochaine innovation qui va faire en sorte que mon entreprise va garder son pas d'avance. Tu sais. Si on pense, mettons, Amazon ou Nike, c'est des experts dans ça, là, je te dirais, tu sais, Amazon, ils ajoutent, ils s'auto-alimentent leur propre productivité, tu sais, comme par exemple avec AWS, Alexa, l'intelligence artificielle. Puis Nike, ben, c'est des éléments de performance dans les chaussures ou des partenariats stratégiques. Fait que c'est vraiment aussi une autre façon de, si on se fait copier, ben au moins soyons prêts à réagir, à arriver avec une autre étape et à réagir. Ce que je retiens aussi d'intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on ne peut pas avoir cette réflexion-là pour être capable de justement protéger notre innovation sans l'avoir planifié adéquatement. Ton étape 0 que tu mentionnais tout à l'heure. Donc, si on est réactif dans notre innovation, les chances qu'on soit capable d'avoir un projet, un produit, un service qui soit défendable dans le marché est beaucoup plus difficile si on y arrive parce qu'on n'a pas planifié ces éléments-là. Tu sais, tu parlais de propriété intellectuelle, tu parlais par rapport à complexifier, bon, je dis complexifier, mais par rapport à comment qu'on donne l'accès ou on barre l'accès ou par rapport, on cadenasse l'accès au marché par des ententes. Tout ça doit être planifié en amont pour être capable de pouvoir l'exécuter adéquatement par la suite. Si on réagit, si on le fait juste quelques heures par semaine, il y a fort à parier qu'on n'a pas pensé ou on n'a pas été en mesure d'adresser ces enjeux-là. Effectivement, puis on met pas les chances de notre côté pour avoir une commercialisation gagnante. Mylène, 2 dernières questions avant qu'on se laisse. La première, on sait que l'IA générative, l'agentique ou même les agents IA sont partout. Ça évolue à une vitesse quand même assez importante. Comment l'IA peut redéfinir notre processus d'innovation, l'améliorer, l'augmenter ou à la limite le simplifier ou l'accélérer pour justement favoriser cette mise en marché et inclure la notion de vitesse à la limite ou la notion de profondeur dans notre processus d'innovation? Oui, la question qui est sur toutes les lèvres, l'intelligence artificielle, on commence à peine à comprendre, je pense, comment ça va transformer la façon de développer de nouveaux produits. Déjà, on l'utilise là de façon régulière dans les prises de notes, la génération d'idées, l'analyse de marché aussi peut déjà, tu sais, on obtient un bon coup de pouce là. Mais on va voir, je pense, dans très peu de temps, une IA efficace dans des choses comme, par exemple, des simulations. Simulations en termes de performance de produits ou même de résultats de vente, de montée en distribution, des choses comme ça. Fait que tout ce qui est le volet simulation, design, prototypage qui est lié avec la simulation aussi, là. Donc ça aussi, là, on va pouvoir, je pense, aller beaucoup plus rapidement de cette façon-là. La R&D, la création de contenu, quoi d'autre, la recherche consommateur aussi, de plus en plus de machine learning autour de qu'est-ce que le consommateur préfère, puis comment éventuellement ça va évoluer ou quand on apporte un nouveau produit, à quoi on peut s'attendre en termes de réponse consommateur. C'est ce que je verrais là. Et ça me fait penser, il y a quelques semaines, dans la lettre hebdomadaire, on parlait justement de la notion de l'agentique pour pouvoir
rapidement aller chercher la voix du client, pas nécessairement comme nous qu'on va faire des entrevues, mais aller voir ce qui se dit sur Internet à travers les différents sites, à travers les bases de données, aller explorer ça, c'est quand même assez fascinant, la richesse et la justesse de l'information qui peut être amenée, évidemment en autant qu'on soit capable de, bien créer les commandes et de 2, bien interpréter les commandes ou bien interpréter les résultats qu'on reçoit pour valider et voir justement où est-ce que l'IA peut apporter cette richesse-là ou à quelque part le risque qu'elle erre en faisant quelques hallucinations dans les rapports. Donc, ces conjonctions d'expertise-là avec ce que tu viens de dire, je pense que ça ouvre la porte à énormément de potentiel. Face à tout ça, face à ce qu'on a parlé, face à l'IA, face à ce qui s'en vient dans le futur, un conseil pour les dirigeants ou un conseil pour un jeune cadre qui débute dans le domaine ou un dirigeant qui s'intéresse à l'innovation ou qui veut faire de l'innovation une compétence clé par rapport au développement de son entreprise? Une compétence clé, bon, évidemment, ça prend beaucoup de curiosité. Je pense que ça prend une réelle volonté d'inclure l'innovation, mais de façon structurée. Tu sais, une bonne innovation peut vous faire gagner. Tu sais, il y a plusieurs choses à retenir, je pense, là. Une bonne innovation peut vous faire gagner plusieurs points durables, des points de part de marché versus la compétition. C'est sûr que ça va générer de la valeur, tant en dollars qu'en notoriété, qu'en mobilisation personnelle. Mais c'est quelque chose, c'est ça, qui doit être planifié, structuré. Faut y mettre l'énergie, les ressources, des ressources formées, des gens qui connaissent ça. Faut arrêter de penser que ça se fait en claquant des doigts ou un vendredi après-midi, comme tu disais. Faut accepter aussi une certaine part de risque parce que même si le PDP, le processus, vient clarifier beaucoup d'éléments en cours de route, il va quand même y rester un peu de risque, tu sais. Fait que je pense qu'il faut avoir cette ouverture-là. Puis finalement, tu sais, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de l'innovation. Tu sais. Pour moi, l'innovation, c'est une question de vie ou de mort dans l'époque, surtout dans l'époque où on vit. Oui. Donc, c'est mieux d'en faire un cheval de bataille, que ça fasse partie éventuellement de notre culture d'entreprise, si on veut vraiment avoir un succès durable. Mylène, merci énormément du temps accordé pour pouvoir explorer toute la démarche d'innovation, regarder l'élément de commercialisation, de voir comment ça prend forme en entreprise, surtout que tu arrives avec un bagage quand même assez incroyable par rapport à les réalisations que tu as faites dans le passé dans le domaine. C'est un temps magnifique qu'on a passé ensemble. Merci énormément. Merci à toi. À bientôt. Allez, au revoir. À bientôt. Bye-bye. Je retiens de notre conversation avec Mylène Boucher que la robustesse du processus d'innovation est clé. L'innovation est capitale pour soutenir la croissance des organisations et elle doit être systématisée et maîtrisée. Les facteurs clés de succès passent par l'engagement clair et indéfectible de la direction, la culture d'ouverture, ainsi que des pratiques d'affaires permettant de développer et dérisquer les différents projets d'innovation. Innover est un choix et les ressources y doivent être dédiées. Rappelez-vous l'importance du portfolio de projets d'innovation. Si 10% des projets réussissent, combien deviez-vous en piloter pour assurer une contribution au développement de votre entreprise? Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les références au www.intelliaconsulting.com/épisode 222 ainsi que les notes détaillées sur l'espace podcast de la communauté Innovation, Agilité et Excellence Pro. Enfin, nous vous invitons à vous abonner à notre lettre hebdomadaire où nous abordons tous les mardis réflexions et perspectives vous permettant de développer votre action stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine.